Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le rendez-vous mensuel des questions-réponses de Monsieur Rougeron. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire, nous en profitons aussi pour vous annoncer ou vous rappeler que les cercles de province sont accessibles et promus sur le Discord pour accentuer votre enracinement. Aujourd'hui, donc, l'aménagement du territoire, nous sommes un petit peu en retard, donc je vais accélérer un petit peu. Peut-être, Monsieur Rougeron, d'abord une question assez simple. Quelles seraient peut-être les grandes lignes un peu générales pour renforcer l'aménagement du territoire, ce qui semble être un peu en perdition dans l'État français depuis une vingtaine, trentaine d'années? Alors, si vous voulez, le problème, c'est que c'est beaucoup trop vaste. Déjà, le grand souci, c'est que nous n'avons... déjà, il y a toujours eu, disons, un problème de représentation de la France par elle-même. Ça a été Paris et le désert français. Ça a eu, c'était le fameux livre Paris et le désert français, c'est-à-dire que le sentiment des provinciaux d'être les éternels relégués, le complexe de supériorité des Parisiens, ça a donné lieu au négationnisme, différents types de négationnismes régionaux ou de révisionnismes régionaux, c'est-à-dire des trucs qui ont été largement inventés, comme la volonté d'exterminer les langues régionales, tout ça est bidon. Tout ça est bidon. D'ailleurs, il y a eu un très bon livre qui a terminé ça, qui s'appelait L'école républicaine et les petites patries. Donc, a fortiori, la représentation entre territoire métropolitain et territoire d'outre-mer. Donc, premièrement, il y a un problème de représentation de la France par elle-même. Voilà. Donc, si vous voulez, on ne peut aménager que ce qu'on peut conceptualiser. Or, le grand souci, c'est que on a renoncé à la méthode française d'aménagement du territoire qui a le mieux marché. Là, je vais choquer beaucoup de monde, mais j'en ai rien à foutre. Ça s'appelle le jacobinisme. Et au lieu de ça, depuis 40 ans, eh bien, on essaye des tas de trucs. Alors, on essaye la décentralisation à l'allemande, ou on essaye la décentralisation à l'allemande, ou encore pire, la régionalisation à l'espagnole ou à l'italienne. Échec. On essaye maintenant les villes, disons de surcentraliser sur les fameuses villes intelligentes, foirades, et c'est tout à fait normal. Déjà, premièrement, parce que la décentralisation, je suis désolé de le dire, mais ça a très peu marché ailleurs. Ça a très très peu marché ailleurs. Si vous voulez, la décentralisation, c'est le fédéralisme à bas bruit du pauvre. Or déjà, comme je vous l'ai dit, le fédéralisme est lui-même un des hommes malades du XXe siècle. Si vous voulez, vous avez quasiment pas un État fédéral qui va bien, et si vous ne me croyez pas, je vous rappelle les foirades des deux élections dans des États fédéraux qui viennent d'avoir lieu, qui sont le Brésil et les États-Unis. Je vous rappelle que dans la première puissance du monde, au bout de 36 heures, on n'a pas une idée définitive du scrutin. D'accord? Bon. Donc, si vous voulez, ça fait quand même un peu pays du tiers-monde. Or, même chose pour le Brésil, où il y a des choses quand même relativement troublantes, c'est-à-dire quand même que vous avez un seul État qui fait basculer l'élection, tout ceci est quand même très très particulier. Donc voilà. Il faut bien que vous ayez en tête que le problème de la décentralisation, qui repose sur une théorie qui est la théorie de la comment dire, qui est la théorie de la subsidiarité, qui est une théorie issue du catholicisme, est totalement impropre avec la politique moderne. Mais je vous dirais qu'elle était déjà quasiment impropre à la fin de l'époque monarchique. C'est-à-dire que ça part du principe que de grandes choses peuvent être segmentées localement pour être réglées localement. Que des petites choses soient réglées localement, elles l'ont toujours été, hein. Elles l'ont été sous la monarchie, elles l'ont été sous la République, elles l'ont toujours été. Si vous voulez, le chef de village, puis le maire, a toujours été une personnalité centrale. Ça, si vous voulez, c'est pas une grande nouveauté. Mais par contre,
le fait de diviser de grands problèmes et de croire qu'on peut les régler à l'échelle locale, la seule chose que ça fait, c'est que ça donne un pouvoir considérable à des élus locaux qui deviennent de petits féodaux, avec des résultats qui sont tout à fait discutables. Donc, avec en plus un problème de transfert de transfert. Alors, puisque beaucoup de décentralisateurs disent oui, mais on n'a pas eu le transfert des ressources, on n'a pas le pognon. Bah, je vous dirais encore heureux, parce que vu le peu de ressources que vous avez eu et ce que vous en avez fait, je vais vous parler par exemple de la ville de Montpellier. La ville de Montpellier a été dominée pendant longtemps par un certain Georges Frêche, qui était agrégé d'histoire du droit, qui se faisait passer pour un agrégé de droit romain, alors qu'il n'y a pas d'agrég de droit romain, il y a une épreuve de droit romain dans l'agrég d'histoire du droit. Et comme il était diplômé, contrairement à la plupart, vraiment diplômé, contrairement à la plupart des membres du Parti socialiste de son époque, il les méprisait. Il méprisait tout le monde d'ailleurs, sauf Jean-Claude Martinez au conseil régional, régional parce que Jean-Claude Martinez était premier à l'agrég de droit public. Euh, il s'était fait faire des appartements privés avec des meubles Stark. Donc pour ceux qui voient combien ça coûte, c'est l'équivalent de 300 euros le porte-papier chiotte, aux frais du contribuable. Et tout était à l'avenant. Et il a doté Montpellier de ce qu'on appelle la gare Montpellier, je crois Sud, qui est à l'extérieur de la ville, et que j'ai pris il y a pas longtemps pour aller voir nos camarades du cercle de Montpellier que j'embrasse, et dans une très belle conférence avec Michel Clapier. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu ce qu'on appelle une gare fantôme. Très belle, hein? Totalement fantôme, quasiment inaccessible, et qui en réalité était le délire de Georges Frêche. Pourquoi? Parce qu'on peut plus arrêter les délires de ces gens-là. D'ailleurs, ça s'est vu avec la multiplication des ronds-points, qui sont souvent des délires faits pour faciliter les rapports de l'édile avec les entreprises de BTP locales. Tout ça dans l'indifférence générale des préfets, par peur d'être accusés au resco referens de l'affreux jacobinisme. Donc, le problème, c'est que ça n'a pas marché. La décentralisation ne marche pas. La régionalisation à la De Gaulle aurait pu marcher pour une raison, c'est elle n'était absolument pas faite pour, euh, pour affaiblir l'État. Elle était faite pour raffermir l'État de l'extérieur. Sur ce point précisément, un auditeur cite René Capitan, grand gaulliste, qui lui considérait une institution un peu plus fédéralisée par péréquation entre régions comme une option viable. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, Monsieur Rougeron? Ça va avec la théorie participative de Capitan. Je la connais par cœur, je fais ma thèse dessus. Donc, si vous voulez, mais attention, la participation, la fédéralisation, enfin, disons, la part fédérative de la théorie de la participation, pour être tout à fait précis de Capitan, n'a pas donné tout à fait la régionalisation à la De Gaulle. Ce qui est proche de la régionalisation à la De Gaulle, et ça Régis de Castelnau me l'a fait découvrir parce que lui, avant tout, faut pas oublier qu'il est avocat spécialiste du droit des collectivités locales, eh ben, ça a été la réforme de fer. Ça a été la réforme des socialistes. Parce que, au tout début, il s'agissait pas de faire des féodaux. Il s'agissait de raffermir l'État de l'extérieur pour contrebalancer l'influence d'une fonction publique d'État dont le général craignait l'absence de patriotisme sur la longue durée. D'ailleurs, ça lui a donné raison. Mais le problème, c'est que l'application des textes n'a pas été l'esprit des textes. En tout cas, c'est la démonstration de Castelnau. J'aurais tendance à la valider alors que j'étais quand même très réticent au début. Le problème, c'est que si vous voulez, premièrement, il faut changer de représentation. Il faut voir la France comme un État archipel, déjà. Et si vous voulez, il faut un type de pouvoir jacobin par entité, c'est-à-dire d'avoir une vraie option développementaliste pour chaque membre de l'archipel, et bien sûr pour la métropole comme pour tous les autres. Et alors, ce faisant, bien évidemment, on va pas retirer, enfin si, on va retirer des prérogatives à des trucs qui servent à rien. Je pense aux conseils régionaux particulièrement. Je pense que l'échelon le plus apte, c'est le département.
et surtout de revenir sur les délires des maires, en échange de leur donner un véritable statut, ce qu'ils n'ont toujours pas. Résultat, l'absence de statut facilite le maire idéologisé de grandes métropoles type Rennes, Strasbourg, Paris, catastrophique. Et maintenant qu'on leur donne le droit de faire des dettes, eh ben ça vous donne la situation de Paris. Et fragilise le petit élu local qui, s'il y a un panier de basket qui se casse la gueule et qui fracture le pied d'un gamin, eh ben c'est pour sa tronche. Faut être honnête. Et vous avez eu des cas en jurisprudence qui ont été absolument dramatiques. Donc, si vous voulez, je pense que il faut déjà avoir une meilleure représentation. Deuxième chose, il faut partir donc du territoire compétent. Le territoire compétent, c'est le département. On s'en rend pas compte, mais près de la moitié des Français vont vivre toute leur vie dans le département qui les a vus naître. D'accord? Euh, alors moi, je veux bien faire de refaire les régions historiques pour vous faire plaisir. Le problème, c'est que les régions historiques, eh ben ça réveille généralement les duels d'anciennes régions. Enfin, alors encore plus quand c'est des régions artificielles comme maintenant, mais ça réveille les duels locaux. Je vais vous donner l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes a été voulu par la ville de Nantes et par Jean-Marc Ayrault en particulier, dans l'unique but de liquider économiquement la réussite vendéenne. Parce que ça donnait un aéroport international à la ville de Nantes et ses environs, et ça permettait enfin d'assécher toute la pente vendéenne, de liquider des villes comme La Roche-sur-Yon et autres, et ça n'était vu que comme ça, parce qu'il y a un, c'est très simple, il y a une organisation très particulière du travail en Vendée, pour y travailler, je la constate, qui donne un taux de chômage extrêmement bas, qui pose un grand problème aux grands édiles des villes de l'Ouest. Et là, pour le coup, il n'y a pas de méchant État central à accuser, hein. Là, vous voulez le retour du féodalisme, vous allez le payer. Parce que le féodalisme, c'est ça. Rien d'autre. Hein, oubliez, machin, les chevaliers, le machin, le truc, si vous voulez. Voilà, si Marlène Schiappa était Dame Frénégonde, ça se saurait. Bon. Donc, le... Vous, vous, vous parlez de, de modification de l'imaginaire, que Hum, beaucoup de nos auditeurs sont simplement ancrés dans les territoires. Et Dexia hum. nous pose la question, avons-nous fait la critique du modèle de 3 zones, résidentielle, productive, commerciale? Connaissons-nous les effets de de cet aménagement sur la cohésion sociale? Est-ce que ce genre de questions pratiques vous intéresse, Alors, Monsieur alors Rouget? le gros problème qu'on a eu, il y a eu deux problèmes. Il y a eu ce qu'on a appelé le grand enlaidissement de la France dans les années 60, qui est une modernisation réussie, mais un enracinement raté. Je vais y revenir. Et de plus en plus, la généralisation du modèle américain de vie. Je vais revenir sur les deux. La première, c'est très simple, c'est que, alors beaucoup de gens on accuse le général de Gaulle comme si c'était lui qui devait dessiner les zones industrielles. Enfin, si vous voulez, soyez adulte un peu. Quand de Gaulle arrive, la France a pris un tel retard que nous risquons de devenir un pays du tiers-monde. Je vous rappelle qu'il y a une mission du FMI à Paris. Enfin, on est à ras de la tutelle. Donc De Gaulle va jouer la modernisation et parfois d'ailleurs, ça va passer par l'enlaidissement pour une raison, c'est qu'il faut être très clair, les formes modernes de villes commerciales sont laides un peu partout. J'ai travaillé dans la ville de Bruxelles, je n'ai jamais vu une ville aussi laide. Jamais. À l'exception du cœur historique de Bruxelles, que tu dois connaître, je parle sous ton contrôle, dont on fait le tour en 10 minutes à pied, montre en main. Donc, si tu veux, euh, beaucoup de villes se sont enlaidies. Alors vous me direz, il faudrait repenser une architecture française. Oui, d'accord, c'est pas au chef de l'État de le faire. Or, le problème, c'est qu'il y a un manque de pensée française de l'architecture et d'enracinement de l'architecture. Mon ami Pierre Le Vigan pourrait beaucoup vous en parler. Lui, c'est un spécialiste de la ville, ce que je ne suis pas. Or, le problème, c'est que d'abord, il y a eu cette modernisation ratée. Ensuite, il y a eu la disparition de ce que j'appellerais l'habitat ethnique. Et là, il y a ou l'habitat culturel. Et là, il y a un vrai débat. Par exemple,
le débat qui porte sur comment il s'appelait un des derniers grands architectes de l'habitation. Ah, tout le monde connaît que lui. Un des derniers. Euh, Parce que nous, on a par exemple un spécialiste de l'histoire de l'architecture au cercle qui défend énormément le modèle de la maison individuelle généralisée tel qu'il a eu lieu dans les années 50-60 et qui a fait malheureusement disparaître la région, le type, une maison, une région. Moi, par exemple, ma maison d'enfance, c'est une ancienne grange, tout à fait typique des maisons paysannes de mon coin. Mais par exemple, si vous voulez, vous voyez dans les lotissements, etc., vous ne faites pas la différence entre un HLM à Montpellier ou un HLM à Lille. Bon, mais ça, excusez-moi, il fallait construire vite pour l'exode rural, pour des tas de choses qui n'ont pas été maîtrisées et qui commencent dès la fin de la guerre, voire même qui commencent en réalité qui ne sont que des continuations pour l'exode rural d'un grand phénomène du 19e siècle, et tout simplement, on n'a pas pu les maîtriser. Donc on a fait avec ce qu'on a pu. Ceux qui ont tort aujourd'hui, c'est ceux qui maintiennent ça. C'est pas ceux qui, dans les années 60, ont fait face au problème. En France, il y avait des bidonvilles quand le général de Gaulle arrive. Bon, en 69, il y en a plus. Donc Problème pour vous, réglé. le structuralisme est une réponse à un besoin pratique immédiat, en réalité. Attention, attention à l'emploi de termes. L'emploi de termes. Si tu veux, le structuralisme, c'est quelque chose de très très vaste. Je En dirais, architecture, avec Le Corbusier, par exemple. oui, voilà, Le Corbusier. Voilà, on en est. Bah, si vous voulez, c'était ça. Il fallait bien qu'on réagisse. Parce que quand vous êtes face à des populations en bidonville et avec un pays qui, je le rappelle, n'est pas assez modernisé, je rappelle que les dernières maisons de Basse-Normandie raccordées à l'électricité et l'eau courante, c'est 1982. D'accord? En Bretagne, vous en avez eu jusque dans les années 90. Et je rappelle qu'une partie de nos frères, par exemple à Papeete, moi j'ai vu il y a pas longtemps comment une partie des nôtres vit à côté des ordures à Papeete ou ailleurs, c'est à en pleurer. Nous aurons des questions sur l'outre-mer qui vont D'accord? venir. Bon. Avant Donc, de faire l'outre-mer, non, allez-y, attends, excusez-moi. vous m'avez posé une question, je réponds. Donc, il y a le problème de la zone commerciale, il y a le problème de l'habitat, il y a le problème que comme on a voulu détruire les usines, on a particulièrement voulu détruire la symbiose qui était souvent voulue, tu sais, par les phalanstères, tout ça, de l'usine dans la ville. Moi, je l'ai vu à Alençon, par exemple, Moulinex, vous aviez une rue qui passait dans le cœur de l'atelier. C'est très particulier, tu vois. Mais ça, on a voulu le bousiller. Alors, on a rajouté à ça l'américanisation de la vie. L'américanisation de la vie, c'est trois choses. Premièrement, c'est le schéma de la ville américaine. Cœur historique de plus en plus réduit et de plus en plus touristique. Gros quartier des affaires, souvent absolument défiguré, cas typique la Défense à Paris. Et étalement. Et on ne vit plus là où on travaille. Bon. Étalement des banlieues et surtout de la grande banlieue, parce que on a mis tout le lumpen autour de la ville. Bon. Point 1. Ça, c'est la première chose, la vie américaine. Deuxième chose, l'hybridation du travail, de la famille et du loisir. C'est venez avec vos gosses, c'est le nouveau management collectif, et maintenant le télétravail, qui sert avant tout à resserrer la panoptique de l'entreprise sur l'individu, en économisant des coûts, et particulièrement des coûts de sociabilité. Cantine d'entreprise, crèche d'entreprise, etc. Voilà. Et c'est un seul et même mouvement. C'est-à-dire que de plus en plus, on va enserrer le salarié dans son espace intime. Bon. Donc, il n'y a pas de coupure et donc il y a un rapport à l'espace qui est totalement différent. OK? Par exemple, le domicile n'est plus un havre de paix, tu vois? Donc, si tu veux, ça nécessite de ne plus penser les appartements pour être douillés, mais ils doivent être fonctionnels pour bosser. Vous voyez? D'accord? Et l'américanisation, c'est une troisième chose, c'est-à-dire que la ville et je me rappelle cette phrase extraordinaire de Tennessee Williams, aux États-Unis, il y a New York, San Francisco et Los Angeles, tout le reste c'est Cleveland.
c'est-à-dire la dé... En réalité, n'oubliez pas que nous vivons sous l'empire de nos pères positivistes qui ont donné le lieu, les noms des morts aux rues. Parce qu'en réalité, pour nous, la ville est un espace habité perpétuellement. C'est un espace symbolique, c'est un espace historique. Ça, c'est en train de disparaître. Et évidemment, ça va disparaître d'autant plus grâce à l'invasion diversitaire. Puisque elle, de toute façon, que la ville soit un lieu, elle en a rien à foutre. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà grosso modo ce qui est en train de déstructurer et le rapport à l'espace. À mes yeux, un spécialiste pourrait être beaucoup plus large et peut-être même me contredire, mais voilà ce que moi j'observe en tout cas de ma petite fenêtre. Et je pense que, là encore, tout est à repenser et tout est à bousiller. Eh bien, si vous le permettez, je vais vous poser quelques questions très pratiques. On ne veut pas vous garder trop tard. Je vais commencer par une question de Mira, qui est une très active de nos équipes. Quelle solution aux déserts médicaux? Est-ce que c'est vraiment une bonne solution d'y envoyer des internes? C'est une référence à la Alors, récente alors, manifestation des étudiants. si vous voulez, les jeunes qui font médecine veulent faire de la médecine libérale. Si vous leur interdisez ça, Euh, je pense, alors déjà, il y a une demi-solution, mais qui n'est plus tout à fait une solution. Avant, il y avait la solution de l'augmentation des tarifs, ce qu'avait réglé dans les années 60 le général de Gaulle en utilisant, pour régler le problème du tarif montagne. Parce qu'avant, il y avait un désert médical, le meilleur moyen d'en avoir un, c'était la montagne. Donc, on a fait des tarifs spéciaux. Alors, est-ce qu'il faut en faire pour les jeunes médecins? C'est pas certain. Alors, je pense que ça participerait un peu à aider le problème, mais j'en suis plus sûr aujourd'hui au vu des études internes. Donc, ce que je pense, c'est évidemment de liquider le numerus clausus, ça c'est certain, mais je pense que le changement de tarif, je suis contre le placement arbitraire. Je pense qu'il faut avoir plus d'infirmiers et d'infirmiers spécialisés pour jouer pour 90% du tout venant qui sont des bobos, mais pour le reste, il faut des médecins. Donc, et pour ça, je pense que de toute façon, il faut autoriser, là pour le coup, euh, il faut, euh, en partenariat avec les villes et même les petites villes, leur garantir des droits de placement dès qu'ils passent le concours. Et en réalité, ils devraient faire, je pense, un accord avec leur région d'origine ou la région où ils veulent aller, et en échange, on leur paye la totalité. Alors vous me direz, ils sont payés en tant qu'internes. Mais je pense qu'il faut, un, augmenter ça, deux, leur donner tous les droits d'implantation la plus facile pour avoir un cabinet médical. Et de l'autre côté, si vraiment tout ça ne marche pas, de passer à des méthodes contraignantes. Mais pas avant. Un grand merci pour cette réponse. On doit grandement remercier la Collégia qui a offert 5 mois d'abonnement. C'est des petites choses qui nous aident à fonctionner, donc nous la remercions très grandement. Je pose une question de Marc Franc. Peut-être on pourra l'évacuer assez rapidement, avec tout le respect que je Allez-y. lui dois. Que pensez-vous de l'artificialisation des sols et la bétonisation à outrance? Je ne Alors, ça, pense pas c'est que vous Dieu, allez c'est non, mais applaudir. non, mais ça, c'est Dieu, non, c'est une vraie question. Alors, d'un point de vue, il faut être très honnête. En valeur absolue, je vais vous rassurer, la forêt réaugmente. En valeur absolue. Néanmoins, nous artificialisation beaucoup trop, et là, il faut une vraie réflexion architecturale sur comment faire la nouvelle symbiose de l'homme et de son cosmos dans l'espace urbain et périurbain. Et je suis entièrement d'accord que euh, je, moi, je mettrais en zone de souveraineté renforcée, c'est-à-dire sous le contrôle des préfets, par exemple, tout ce qui est projet, euh, projet pouvant nuire, projet à l'approche soit de parcs, de zones de reproduction d'oiseaux, ou à l'approche du littoral, tout ça avec des moyens renforcés d'enquête des préfectures. Je ne veux pas que ce soit les édiles locaux corrompus jusqu'à l'os qui gèrent ça. Moi, si vous voulez, un monde entier plein de David Lisnard ne m'intéresse pas. Très bien, nous avons un grand habitué que nous saluons grandement.
Hygrophone qui demande pensez-vous qu'il serait nécessaire de remettre en place les frais fluviaux et est-ce que ceci les frets fluviaux, excusez-moi, hein. Est-ce que ceci permettra de diminuer les nuisances de routières, des transports? Alors Que pensez-vous? moi j'ai toujours été pour qu'on utilise moi je suis pour qu'on utilise la totalité du potentiel que la France nous donne. Alors parfois vous allez être pas d'accord parce que je suis par exemple pour qu'on utilise et il y avait un article dans le Pourquoi combattre dessus sur le potentiel minier de la France. Je suis pour qu'on utilise son potentiel de souveraineté, donc je suis pour qu'on utilise ses fleuves. Ensuite, mon ami, pour que nous puissions le refaire, il faut entretenir ces fleuves. C'est comme nos forêts, nous devons réinvestir les eaux et forêts. Mais d'un côté, bah, ça fera un déport de la fonction publique d'État et on aura viré suffisamment de gens qui ont des primes de sourire dans les conseils régionaux. Ils pourront mettre des bottes et moi, si vous voulez, et qu'on ne me dise pas que la forêt, moi j'y passe, c'est d'une passion que j'ai avec ma fille aînée, vu que nous vouons tous les deux un culte aux écureuils. Donc la forêt est un espace que je connais bien et on n'y perd jamais son temps. Donc, je pense qu'il faut réinvestir ça et donc s'occuper, et ça pourrait faire l'objet d'une part du service civique national, et ça pourrait même faire travailler nos amis tolards qui, je pense, n'en foutent pas assez. Nettoyer les berges des fleuves. Hein. Très jolie réponse, je pense qu'elle fera plaisir à tout le monde. Une question de Monsieur Duval, qui est plutôt amusante ou peut-être pertinente, je ne sais pas. Un développement des souterrains en ville est-il envisageable pour stopper la bétonisation des terres arables, les fameuses forêts dont nous parlions, notamment? Alors ça, si vous voulez, c'est un dossier sur lequel j'ai toujours été circonspect parce que le tréfonds dans la propriété foncière, le tréfonds. Par exemple, on pourrait régler tous les problèmes de stationnement à Paris en utilisant une part des tréfonds. Alors certes, ça demanderait beaucoup de travaux, mais d'après les études que j'ai vues, ça ne menacerait pas la stabilité de la plupart des immeubles. C'est ça qui m'a surpris d'abord. Bon, il faut dire, je ne, je suis loin, je n'ai aucune compétence dans la physique des matériaux. Donc, mais j'en avais été très surpris. Mais je ne suis pas contre l'idée. Par contre, la bourgeoisie des villes, et particulièrement les vieux, vont faire chier le temps des travaux, je vous le dis tout de suite. On me dirait, il ferait chier sans. Donc, tant qu'à tout prendre. Je propose au public, et je vais peut-être me faire détester, d'évacuer les questions sur les dom-toms, parce que ça pourrait Non, faire peut-être l'objet d'une émission entière. Bon, dans ce cas-là, je vous les passe. Euh, non. Très Il y bien, a pas de raison de traiter nos camarades à non, mais part. c'est parce que ça aurait pu être un privilège de justement en faire une émission entière. Chachi demande, vous dites souvent que nos territoires sont l'avenir de la France. Quelles sont les grandes Sont une lignes part de l'avenir de la France. Sont une part de l'avenir. une part de l'avenir de la France? Comment revaloriser leur potentiel insoupçonné? Alors, si vous voulez, là, on a eu le camarade Arthur Parent qui a fait un très beau livre là-dessus. Je pense déjà qu'il faut les placer dans leur environnement et les utiliser en zone de souveraineté, souvent d'ailleurs avec bien évidemment des élites élues locales en partenariat, je pense même avec un gouverneur militaire. Première étape, les rendre indépendantes d'un point de vue alimentaire et énergétique. Deuxième étape, une fois ça fait, et une fois que ces territoires reprennent confiance en eux, de pouvoir les inclure, par exemple, dans des grands projets de modernisation nationale. Je pense par exemple à l'utilisation de nos terres froides pour y mettre nos data centers de souveraineté, puisque ça nécessite des températures très froides parce que ça dégage énormément de chaleur. Il y avait notre camarade qui me manque beaucoup d'ailleurs, je crois, je sais qu'il écoutera la rediffusion, donc, enfin, je le pense en tout cas. Notre camarade Nodule, qui est au pays du soleil levant aujourd'hui, avait écrit là-dessus et vous avez évidemment la Guyane pour le spatial, nos terres pacifiques pour les nodules polymétalliques, nos terres de l'océan Indien pour la plus grande pharmacopée vivante au monde, hein, qui est entre autres
Bah, à Mayotte. Et oui. Hein, le problème, c'est qu'on a fermé les chaires de médecine traditionnelle juste avant la grande peste. On sait pas pourquoi d'ailleurs. C'est dommage. Hein? Peut-être que parce que ça pouvait gêner quelqu'un. Mais qui donc? J'ai mauvais esprit. Donc, non, non, vous inquiétez pas. Hein, de toute façon, comme le dit mon grand ami Rudi Reichstadt, rien n'a de rapport avec rien. Sinon, c'est du complot. Hein. Vous voyez, quand la balle frappe Kennedy, quel rapport ça a avec sa mort, finalement? Hein. Vous accusez la balle parce que vous êtes ballophobe. Mais Je, voilà, oui, ben voilà. Et ben voilà, vous êtes ballophobe, mon pauvre ami. je, Si vous voulez que je vous je dise. m'ex- je m'excuse auprès de nos auditeurs, je suis très client de l'humour de Monsieur Rougeron, donc je perds facilement ma composition. Non, mais voilà, donc, comme le dit mon ami Rudy, que je salue, là, alors, il peut pas s'occuper de moi en ce moment, parce que là, il est en train de dénoncer, parce qu'il a une envie de dénonciation, ça n'attend pas. Donc, il est en train de dénoncer le camarade Poulain, là, je crois. Donc c'est bien. Ouais, il viendra à moi, il reviendra à moi à intervalles réguliers, parce que c'est une grande histoire avec Rudy. Mais c'est lui qui m'a appris ce principe de l'antilogique sur lequel rien n'a de rapport avec rien. Hein, je pense que d'ailleurs il est un métaphysicien de l'antilogique, un peu comme Jean Robin, ça m'est. Mais donc or le problème, c'est que bon, voilà, pourquoi pas. Je j'ai pas de problème. Mais comme donc rien n'a de rapport avec rien, je dis juste que on a fermé les chaires de médecine tropicale, enfin de pharmacologie traditionnelle. Et quand on a des territoires comme la Réunion, parce que surtout la Réunion, pardonnez-moi, plus que Mayotte, quand on a des territoires comme la Réunion, bah pardonnez-moi, c'est un crime. C'est un crime. Donc vous avez l'une des plus grandes réserves de biodiversité au monde. Donc donc voilà, et le pire, évidemment, d'encourager une partie de la jeunesse de métropole, puisque nos frères sur place seront peut-être pas assez nombreux pour aller, entre autres, s'occuper de nos fonds marins, etc. Donc là, c'est la logique de l'État archipel qui devront s'ingérer, pardonnez-moi, bien piètre choix de mots, s'inclure dans les espaces régionaux qui sont les leurs. Par exemple, moi j'avais applaudi des deux mains des deux pieds l'idée qu'avait eu Mélenchon de faire adhérer nos parties du territoire latino-américain, enfin qui sont en Amérique latine et en Amérique centrale, au Mercosur. Grâce à la Polynésie, grâce à Tahiti, etc., nous pouvons demander d'avoir d'être au moins membre observateur à l'OTAS. Nous sommes déjà, nous avons déjà certains pieds, si mes souvenirs sont bons, dans les organisations internationales, enfin, des organisations régionales de l'océan Indien. Il faut quand même se rendre compte que c'est ces espaces-là qui vont vivre. Hein. Moi, je connais un autre espace qui va perdre 100 millions d'habitants en 20 ans. Je vous dirai pas lequel. Or, après, on peut s'agripper à ça, hein, et prier pour que les Roumains fassent des petits. Mais bon, hein, joue au loto. Mais donc, je pense que il faut penser globalement dans que l'État archipel, si vous voulez, c'est la forme suprême de notre souveraineté. C'est l'équivalent de la Global Britain, si vous voulez. Et pour cela, alors évidemment, il faut changer complètement de braquet diplomatique et aller vers une école de la tempérance et des intérêts, hein, parce que voilà, faut pas aller emmerder le Brésil sur sa gestion de sa forêt amazonienne, faut juste protéger la nôtre. Quand on est dans le Conseil de l'océan Indien, quand on est tout autour de l'océan Indien, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que des démocrates suédois autour de vous. Donc, question droits de l'homme et LGBT consorts, faudrait peut-être réduire la voilure. Et quand vous êtes au milieu du grand jeu du XXIe siècle, au milieu du Pacifique, vous la ramenez pas vous la ramenez pas sur vos conceptions humanitaires dépassées. Vous voyez? Donc, mais c'est un projet global et je pense que nous pouvons tout à fait. Alors, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par de nouvelles politiques aussi sanitaires parce que nous avons laissé nos populations et nos frères d'outre-mer dans des situations sanitaires assez terribles. Il faut pas oublier les ravages de l'obésité, de tas de choses dans les îles, parce qu'en plus, il y a une tempérance, enfin, il n'y a pas une tempérance, il y a une appétence
pour les insulaires, quels qu'ils soient, pour des raisons historiques, enfin d'histoire de l'alimentation, a très très mal encaissé la bouffe postmoderne actuelle. Donc voilà, faut tout révolutionner. Donc tout est foutu. Donc tant qu'à faire, n'attendez pas que la vieille bâtisse nous tombe dessus. Ce qui doit tomber, il ne faut pas le retenir, faut le pousser. Bien, très bien, merci Monsieur Rougeron. Je vais en profiter pour remercier. Prenez des pseudos plus simples, s'il vous plaît. Hugo CO Edel pour son abonnement. Gebraco 71, je vous rassure, c'est illégal, ne faites plus ça. Meister Von 68, très mauvaise année, mais un grand merci pour votre don. Oh, c'est très gentil. Guanima A pour son deuxième mois d'abonnement. Nous vous remercions grandement pour ces dons-ci. Monsieur Rougeron, il est déjà 21h30, donc je vous propose de vous poser une question. Et puis, si Non, on non, fait au non, compte-goutte après. faut les laisser au On moins fait au une heure. compte-goutte. On fait Faut au jouer compte-goutte encore 20 après. minutes, quoi. Oui, bah, très bien, dans ce cas-là. Une question de Myst qui était très en lien avec le propos précédent, qui pose la question, qu'est-ce que vous pensez des travaux de Gunther Pauli, de l'économie bleue, et pensez-vous qu'elle puisse être applicable, si vous les connaissez, dans une dynamique colbertiste? C'est une belle question. Alors, je les connais beaucoup moins qu'Idriss Aberkane, qui est quand même beaucoup plus proche. Moi, j'ai jamais rencontré Paul. Je connais. Alors, il faut savoir que il a eu un œil déjà particulier au sein de l'économie bleue. Mais moi, tout ce que j'ai entendu de lui, tout ce que j'ai pu voir de lui, m'a beaucoup plu. Et je pense de toute façon que on ne manage pas les mers. Manager la mer, c'est encore pire que manager la terre. Parce que vous êtes à un degré suprême dans la base, la base absolue, le fondement principiel de l'État, qui est le fait de contrôler, le fait de contrer. En mer, il y a beaucoup de malfaisants, beaucoup de malfaisants. Et je ne pense pas je ne pense pas que dans une optique autre, en effet, qu'un principe d'aménagement de type Colbertis assez raide, que nous puissions relever ce défi-là. Moi, si vous voulez, le, contrairement à ce qu'on peut penser, les espaces fluides nécessitent une souveraineté encore plus forte. Je vous dirais la même chose de l'espace. Moi, par exemple, je vais vous choquer, je suis pour que la France arrête ses pudeurs de gazelle, alors qu'elle a parmi les meilleurs spécialistes au monde de l'espace, et qu'elle se lance dans le spatial commercial pour pouvoir subventionner le spatial scientifique. Que des trous de balles veulent s'envoyer en l'air avec un SpaceX à la française, si vous voulez, tout ceci m'indiffère prodigieusement. Donc, si vous voulez, je peux vous choquer, oui, ces gens-là et leurs rêves mégalos me gonflent comme vous. Le problème, c'est que nous, une partie de notre avenir est en dehors de l'espace-terre. Et ça, il faut le subventionner. Et si ça doit passer par faire les poches de ces gens-là, qu'à ça ne tienne. J'ai une question assez pointue de Jimmy Jazz 49. Hmm. L'État a lancé avec la loi climat et résilience le zéro artificialisation net, malgré la négociation faite avec la haine. Quel avenir pour l'aménagement du territoire en France quand on va devoir réduire de 50% l'artificialisation en 2030? J'avoue que Alors, ça paraît alors, compliqué. c'est très gentil de me poser des questions à ce degré de spécialité. Alors, je pense que vous me prêtez peut-être des capacités que je n'ai pas, mais je vais essayer de voir. Je vois que entre la fin de la fin de l'automobile traditionnelle, les problèmes de généralisation de l'escroquerie des pompes à chaleur, on va rendre la vie des populations de plus en plus intenable. Et je pense, au nom d'une vocation punitive de l'écologie, qui est délirante par rapport à l'impact que la France a sur son environnement. La France est un des pays les plus vertueux. Le fait d'utiliser l'écologie pour le contrôle des populations est extrêmement dangereux. Et là, par exemple, c'est exactement le cas typique de ce que j'appelle l'écolo-énarque, c'est-à-dire l'énarque boursouflé de lui-même qui efface en réalité un lobby de greenwashing quelconque et qui s'entendent sur le dos des populations.
Moi, à titre personnel, je ne ferai déjà, je mettrai absolument pas d'objectif délirant de ce type-là. Ce qui compte, ce n'est pas de, par exemple, de de vouloir, si vous voulez, ça dépend quel sens on donne au terme d'artificialisation. Si si vous refusez des techniques de stérilisation, comme la bétonisation, mais qui stérilisent l'espace, faut être très honnête, du moins temporairement, parce qu'en réalité, on se rend compte que euh, de, quand on arrête, disons, d'entretenir la stérilisation de l'espace, la nature reprend ses droits assez vite, en fait. Mais si ça doit conduire à une autre désartificialisation, c'est-à-dire la fin de l'homme dans le milieu naturel, parce que il y a un côté artificiel dans notre cohabitation, eh bien alors, il faut que ça s'arrête tout de suite. Moi, je pense qu'il faut avoir une toute autre réflexion, de beaucoup plus longue haleine, c'est comment, dans l'habitat, dans le travail et dans le transport, pouvons-nous avoir une civilisation qui allie un certain bonheur de vivre, donc un minimum de confort, mais pas un culte du confort, parce que c'est ce qui nous a fait régresser anthropologiquement en partie. Mais on ne peut pas souhaiter Germinal à nos enfants, c'est suicidaire. C'est une religion dolosive qui est gnostique et qui est un truc pour tarés. Et ça termine au mieux en mandarum, c'est-à-dire un mec qui en profite pour pouvoir se taper les nanas et le pognon. Au pire en temple solaire, quand ça devient un culte morbide à la Luc Jauré, Jody Mambro. Vous voyez ce que je veux dire? D'avoir une véritable réflexion, parce que de dire on va faire zéro artificialisation, ça c'est des gens qui n'ont pas réfléchi. Donc ils balancent ça en l'air, tu vois, l'air de dire vas-y picore ce qui va retomber. Tu vois, c'est et malheureusement, ce sont des gens, quand on fait ça, on est quelqu'un de dangereux. Donc je pense qu'il faut repenser totalement l'homme dans son espace et pouvoir faire enfin penser une civilisation de la pérennité. Mais ça va nous faire refermer la grande parenthèse qui s'est ouverte à la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, j'en profite pour poser une question de, attention, l'exercice est compliqué, Denis Schöne von Lapper, attention à l'urticaire, monsieur Rougeron, qui nous permet une question un petit peu promo, parce que nos auditeurs ne nous lisent qu'insuffisamment. Le cercle envisage-t-il de développer une réflexion sur les questions de l'urbanisme et de l'architecture? Alors, Et le monsieur fait alors déjà, référence à monsieur Le Vigan, donc peut-être qu'il faudrait parler de nos travaux, justement. alors nous, alors je sais grâce à notre camarade Kraken, qui tient le cercle de d'Annecy, il a beaucoup de billes là-dessus. Mais il n'a pas réussi encore à en trouver l'ordonnancement. Par contre, nous avons notre camarade Le Vigan qui a déjà travaillé sur notre chaîne sur la ville. Et de toute façon, alors il a peut-être des idées qui sont encore assez, disons, traditionnelles, mais je pense qu'il y a deux, trois choses qui méritent d'être interrogées sur les types d'immeubles, les tailles d'immeubles, etc. Et surtout, je pense qu'il faut utiliser ces travaux pour refaire de la ville un espace habité. C'est-à-dire c'est-à-dire de retrouver ce qu'on appelait au Moyen Âge l'air des villes qui rend libre. Voyez, si vous voulez, je suis terrorisé par la manière dont la petite bourgeoisie est en train de redéfinir certains quartiers des villes. Ça me fait peur. Ces gens me font peur. Leurs goûts de chiottes me font peur. Leur, euh, comme ceux des diversitaires d'ailleurs, quand vous voyez les mecs qui veulent faire ce qui est type mauresque au milieu de la campagne stéphanoise, au-delà d'être un problème de grand emplacement, comme dirait l'autre, c'est déjà un problème esthétique du fait de défigurer l'espace. Si vous voulez, le problème, c'est que il y a une industrialisation du lait et un culte du lait pour une raison, c'est que
le lait ou la demi-laideur est quelque chose qui a été euh, revendiqué par une part de la bourgeoisie pour contrer le classicisme français. Ne l'oubliez jamais. Je vais faire très bref. Déjà, je vais remercier la Collégia, qui est absolument incroyable. Elle vient nous offrir 10 abonnements supplémentaires. Venez discuter avec nous sur le Discord. Vous faites maintenant partie de la famille. Un grand merci pour ces dons. Ça nous aide beaucoup. Une question de Hablo espagnol, ce qui n'est pas mon cas. Avant, les pôles universitaires faisaient partie intégrante des centres-villes et partout en France. Et maintenant, les universités sont centralisées. Pensez-vous que nous puissions transformer cette chose? Ah non, mais on a voulu foutre l'étudiant en dehors des villes. Alors, pour une raison, c'est déjà de gérer le potentiel, le potentiel urticant de l'étudiant quand il rejoint les mouvements sociaux. Alors, parfois il les bousille, hein, faut être honnête, mais parfois il est une force d'appoint qui peut être très utile. Donc, moi, je suis d'accord que la recherche mérite, euh, mais là encore, on peut tout à fait, mais pour ça, il faut en terminer avec certains quartiers qui, de toute façon, devront être rasés parce que ils sont à la limite soit de la dégueulasserie, soit de l'insalubrité. Mais on peut faire de grands pôles universitaires dans la ville ou aux portes de la ville. Je, Moi, par exemple, vous savez, comme certains le savent, j'ai partie de, une partie de mon hérédité est britannique. Donc, je, je suis allé à Londres très souvent quand j'étais petit. Je suis pas allé depuis 20 ans, mais j'ai aimé Londres comme ville. J'ai aimé Londres. Et un jour, mon parrain, un homme que je connaissais peu, mais qui me manque beaucoup, étonnamment, qui était professeur d'art, anglais de caricature, hein, euh, anglais à la, euh, alors pas à la John Steed, je dirais plutôt à, vous savez, à ces personnages de grands mecs baraqués qu'on voit dans certains pubs avec des grosses barbes. Et le, et le, euh, il m'avait emmené avec ma tante Didith euh, à Oxford. Et je suis tombé totalement amoureux des maisons troglodytes. On se croirait dans Le Seigneur des Anneaux, des étudiants d'Oxford. Preuve que vous pouvez. Alors vous me direz, Oxford est une très vieille maison, etc. Oui, mais d'un côté, on peut faire une grande université classique avec un peu de gueule. On n'est pas obligé de faire une espèce de d'immeuble de bureau repeint en noir, ce qui est le cas de Paris 2 Assas. J'en viens. Je peux en parler. Euh, le, euh, Moi, je suis désolé, la Sorbonne, le Panthéon, c'est pas laid. Je suis désolé, ça, c'est pas laid. Tu vois, ce que j'ai vu des autres facs, alors qui maintenant s'appellent toutes Paris, hein, le Paris machin, Paris truc, Paris, Paris 2, 3, 4, machin, c'est que là aussi, ça a été construit à la va-vite pour gérer le trop-plein des années 60 d'étudiants, alors que maintenant, il faudrait quand même un grand plan d'infrastructure pour faire des choses qui vont rester. Moi, j'en veux pas aux hommes des années 60. Ils ont réagi par rapport euh, à une urgence qui n'a pas été traitée dans l'après-guerre, ou qui n'a pas été traitée suffisamment vite. Mais on est capable de faire, moi je suis désolé, pour qu'un mec tout seul ait fait la Sagrada Familia, c'est qu'on est encore capable de faire des trucs avec un minimum de gueule. Il a mis du temps quand même, hein. Oui, enfin, il était tout seul. Le- Si tu veux, avec les moyens d'un État, ça va plus vite. Monsieur Rougeron, je vous remercie grandement pour votre venue. Je dois remercier juste avant ça Vicky. Excusez-moi. Allez, t'en as pas encore une ou deux, faut quand même Ah, on est les une- camarades. Une ou deux, ben, pas plus. on veut que vous reveniez aussi. Il faut pas que Non, non, vous fassiez mais bien trop sûr, je engueuler. vais revenir le mois prochain. C'est juste que j'ai vraiment eu une mauvaise journée, c'est tout. Je comprends. Puis après, c'est un peu embêtant la technique. On est désolé aussi. Non, Une mais ça, question vous de... y êtes pour rien. C'est moi l'handicapé technologique. Donc, Bon, écoutez, c'est ce qui fait de vous un grand penseur. Stéphane Chamignon, seriez-vous favorable à l'abrogation des communautés de communes et des communautés totalement. d'agglomération? Ah non, mais totalement, ça a été fait pour flinguer les maires. C'est des trucs qui ne veulent rien dire. Ça ne veut rien dire. La seule chose, c'est que ça permet. Vous savez pourquoi ça a été fait? Je vais vous le dire. C'est- On savait que, entre autres, euh,
on avait un risque de vote populiste dans les toutes petites villes et les petits villages. M- Mélenchon dans le Midi Rouge, dans l'Est, Front Natte, dans le tout ce que vous voulez, souverainiste, tout ce que vous voulez. Donc il fallait tenir les petits maires par les burnes. Et donc, on a mis les communautés de communes dont la première chose est que les grands maires sont les gardes-chiourmes des petits. Or, je suis désolé, le maire est à la fois un officier d'état civil, il est en état de siège un officier militaire, et il faut lui rendre la plénitude de son rang. Tout ça, c'est des usines à gaz pour caser les copains, hein. Or, l'agriculture manque de bras, ces gens-là y retourneront. Une question de Monsieur Dipalotte, c'est un joli prénom. Le projet local d'Alberto Magnani, j'imagine que ça se prononce comme ça, peut-il être applicable en France? Alors, j'aimerais beaucoup avoir les documents sur cette chose. J'ignore ce que c'est, je le dis, et je m'en excuse bien platement. Je devrais le savoir, mais je ne le sais pas. Si le camarade veut bien m'envoyer, j'y répondrai, enfin, je donnerai mon avis là-dessus quand j'aurai eu des données. Sinon, ça Non, n'a pas de mais sens. j'ai probablement écorché le nom et il est probablement rendu inaudible. Peut-être alors une question plus générale qui va être un peu transversale, c'est peut-être si vous pouviez redresser comme dernière question, quelles seront les grandes lignes d'un véritable réinvestissement du territoire de façon un petit peu Alors, globale. il y a trois choses. Premièrement, Alors, premièrement, tout miser sur ce qu'on sait faire. C'est-à-dire, évidemment, la reprise totale de nos moyens de communication interne, donc de revenir sur le bradage fait à la demande de l'Union européenne des autoroutes par Monsieur Galuzzo de Villepin, hein. Oui, parce on l'appelle jamais par son vrai nom, lui, parce que il est vrai que quand on le nomme totalement, eh bien, ça fait un canasson dans la cinquième à Hauteuil. Donc, tout de suite, ça fait euh, ça fait moins comment dire, ça fait moins carabin et ça fait plus caprin. Donc le souci, c'est que ça a été fait à la demande de Bruxelles et comme vous le savez peut-être, nos autoroutes ont été vendues à 60% de leur valeur, ce qui les rend au nom du droit administratif des biens illégales. Je rappelle une vieille maxime d'histoire du droit qui mange loi du roi 100 ans après en rend les plumes. Ça veut dire qu'on n'usucape pas sur bien d'État. Par exemple, si je te pique tes lunettes, dans un an et un jour, elles sont à moi, par le fait d'usucaper. Tu vois, c'est-à-dire de transfert de la propriété par le temps. Mais si ces lunettes sont des lunettes de fonction d'un fonctionnaire, eh bien, on peut venir les chercher dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle. Et donc, je serais déjà pour que les groupes Vinci et consorts, qui ont rentabilisé en 3 ans d'exploitation nos autoroutes maintenant, ils ont un trésor de guerre, on peut les foutre dehors à coups de pompe dans le cul. Premièrement, de jouer sur le train, parce que ça on sait faire, et de réaménager certains de nos espaces, donc les espaces fluviaux particulièrement. Point 1. Pour faire du désenclavement régional. Deuxièmement, de jouer une partie des nouvelles technologies pour pouvoir désengorger Paris et de grandes institutions publiques, et de créer des institutions publiques, particulièrement à partir des universités et des pôles de défense, dans les territoires. Par exemple, je vous donne un truc tout bête, la multiplication des IHU, sous le modèle de celui qui a eu lieu à Marseille. Et ça, c'est le deuxième point. Troisième point, une réforme simple un nouveau jacobinisme d'État. Et je pense on a le début. Voilà, mes chers. Eh bien, attendez, là, je vais en profiter parce qu'on a posé deux questions intéressantes et on a une vague de nouvelles personnes. Bonjour à la descendance. Euh, Quels sont les ouvrages du CERF que vous pourriez nous conseiller sur l'aménagement du territoire? Ah, Et nous n'en deuxièmement, avons, on a une... Ah, on a fait excusez-moi, quelques allez-y. articles dans le Pourquoi combattre, mais Pourquoi je ne combattre? crois, Très bien. mais voilà. OK? Et nous avons des petits jeunes qui nous demandent est-ce que le cercle Aristote est de droite comme Polony? Peut-être pourrons-nous profiter de l'occasion pour redéfinir un petit peu pour les nouveaux ce qu'est le cercle Aristote Non, de non, façon non, brève avant de vous je laisser voulais chiffonner. avant tout national. Avant tout national. Monsieur Rougeron, merci. Je rappelle à tout le monde que cette question s'associe à une volonté aussi du cercle Aristote d'investir les cercles de province auxquels nous invitons chacun d'entre vous
de vous associer. Monsieur Rougeron, vous connaissez l'exercice, mais nous allons le faire très brièvement. Il faut trouver une date pour la prochaine fois. Je vois peut-être pour vous faciliter la vie, le 9 décembre peut-être. Ok, pas de souci. On va vous laisser pouponner. Très bonne soirée, Monsieur Rougeron, et un À grand très vite. merci. Un très très grand merci. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.